C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Zana Sadio Hichou et Spero Maoulé. On va passer maintenant à la Côte d'Ivoire, le parti du peuple, des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le parti dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo a indiqué le jeudi dernier, qu'il ne participera pas aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Les conditions d'élections crédibles ne sont pas réunies. C'est ce qu'a fait savoir le PPACI dans un communiqué publié donc dans la soirée du jeudi 6 décembre à l'issue d'un comité central au cours duquel la décision a été entérinée. Le parti de Laurent Gbagbo évoque notamment un environnement sociopolitique délétère marqué par la répression, les persécutions et le harcèlement judiciaire, estimant donc que les conditions ne favorisent pas la tenue d'un scrutin libre et transparent. Après avoir, Spero Maoulé, été écarté de la présidentielle pour les raisons qu'on connaît, le PPACI s'écarte lui-même des législatives. Je pense que c'est une suite logique. Une suite logique, c'est le contraire qui m'aurait peut-être un peu gêné. Parce que, ayant essayé d'être candidat et ayant été, entre guillemets, chassé, pour des raisons qui n'étaient pas aussi démocratiques que ça. Et que, par le même temps, il revient pour dire, allons législative, je pense que c'est ça plutôt qui aurait été un problème. Mieux encore, pour que les élections soit, entre guillemets, gagné par Ouattara, des répressions ont eu lieu. Et à aucun moment, on n'a pas donné suffisamment de temps pour apaiser le peuple. Et on va en même temps à d'autres élections. Et les partis politiques se disent prêts pour y aller, pour compétir. Je pense que, honnêtement, parce que moi je ne suis pas politique, je pense que, honnêtement, ce n'est pas assez logique. Et la logique, c'est peut-être ce que Gbagbo fait, mais en sachant qu'il y a un risque. Le risque, c'est que si vous n'allez pas au sein de l'hémicycle, vous perdez tous les moyens d'exercer le pouvoir politique dans le pays. Et alors là, vous aurez du mal aux prochaines échéances à valoriser votre parti. Ce risque-là, et je pense que c'est ce que Gbagbo a compris, parce que ce n'est quand même pas un nouveau-né en politique, et que ses membres sont quand même allés, mais sous l'étiquette d'indépendants, sauf son fils qui a suivi le mot d'ordre et qui ne veut pas y aller. Et donc ça montre quand même que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, on peut toujours revenir en disant que maintenant faisons les choses autrement. Mais en mon sens, c'est vraiment mieux de ne pas compétir sous la bannière de leur parti, étant entendu qu'on les a empêchés d'aller à une élection moins de 3 mois avant. Zana Sadio, c'est juste logique la décision du PPACI? Moi, je dirais que c'est risqué. C'est risqué parce que on peut faire une analyse en amont. Monsieur Laurent Gbagbo, il n'ignorait pas les risques qui pesaient sur son éligibilité ou bien son inéligibilité avant de se présenter comme candidat aux récentes élections législatives. Présidentielles ? Excusez-moi, aux récentes élections présidentielles. Et c'est pourquoi je lui reproche sincèrement de n'avoir pas mis son ego de côté en propulsant une autre figure du PPACI comme plan B. Parce que tout le monde savait, il ne l'ignorait pas. Les gens, beaucoup de médias en parlaient. Pourquoi il ne l'a pas fait, je ne comprends pas. À son âge, avec son expérience, avec le capital politique qu'il a su emmagasiner pendant au cours de plusieurs années de lutte, je crois qu'il aurait pu mobiliser davantage s'il avait laissé la place à une autre personnalité qui n'avait pas ce risque juridique ou bien judiciaire derrière lui. Il ne l'a pas fait, moi je regrette sincèrement. Et je crois qu'il doit être le seul responsable de ce qui est en train d'arriver, ou bien de ce qui lui est arrivé, ou bien de ce qui est arrivé au PPACI au cours des élections présidentielles passées. Sa candidature a été invalidée, le parti n'avait aucune alternative, et forcément ce qui s'est passé, s'est passé. Donc,
aujourd'hui, je pense que lui-même, il doit regretter de ne pas avoir proposé une autre personnalité de ce parti. Et il est forcé d'adopter cette posture-là en disant qu'il boycotte les élections législatives. Mais c'est très risqué de sa part. Parce que, comme vient de le dire M. Spero, ne pas se présenter aux élections législatives, c'est perdre un poids politique et sa longue absence sur la scène politique peut encore démobiliser si, durant toute la durée de la prochaine législature, il n'y a pas de député de sa sensibilité. Rappelez-vous, c'est tout ça qui a été vraiment le conflit entre lui et M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais vous ne pouvez pas être à l'extérieur et emprisonné à la haie et puis qu'on vous attende pour venir occuper, pour diriger le parti. Il faut quand même que le parti fonctionne. Il faut que quelqu'un arrive à tenir les meubles dans la maison. Donc, je pense que pour n'avoir pas fait le choix d'un dauphin qui pourrait le remplacer en cas d'invalidité de sa candidature, on est là aujourd'hui. Et c'est ça toujours que nous reprocherons à certaines figures de l'opposition. Ils mettent toujours leur personnalité avant. Sans eux, rien. Une fois que leur candidature est compromise, le parti ne doit pas se présenter. Est-ce que, au vu des expériences dans les autres pays, ça a été porteur d'avantages pour ces partis politiques? Mais il faut qu'on se pose cette question-là. Et un boycott a de lourdes conséquences. Absolument. Mais, il ne faut pas positionner juste pour le plaisir de positionner. Parce que, en voyant comment M. Ouattara a fait pour rempiler plusieurs fois de suite, on sent que M. Ouattara n'a pas envie de quitter le fauteuil présidentiel. Rien ne dit que si Gbagbo avait positionné un dauphin, ce dauphin allait gagner. Il allait se faire laminer. Et on aurait justifié que c'est parce que ce n'est pas Gbagbo, que ce n'est pas le candidat charismatique qui était en face de Ouattara et qu'il a été légalement battu. Alors qu'en réalité, ça aurait été toujours un jeu de fraude pour permettre à M. Ouattara de gagner. Et ça, ce n'est peut-être pas une bonne image pour Gbagbo. Est-ce qu'il aurait mieux fait de mettre quelqu'un? L'histoire nous le dira. Mais à mon sens, il pouvait positionner, mais sans que la personne aille aux élections. Parce que tel que c'est fait là, honnêtement, je ne suis pas sûr que ça devait passer. À la limite, si M. Ouattara lui-même ne se présentait pas et que Gbagbo tient toujours à se présenter, c'est là où j'aurais honte pour lui. Mais au moins là, ce n'était pas le cas. Et donc, on l'a invalidé. On a invalidé pour Thiam aussi, et qui n'est peut-être pas de son parti, mais qui montre que les grands ténors sont toujours écartés des élections d'une façon ou d'une autre par Ouattara. Peut-être même que parfois la nature ou une assistance de la nature qui fait que des gens meurent pour ne pas être candidat contre lui. Mais la réalité est là. Maintenant, est-ce que le fait de boycotter est une bonne chose? Moi, je dis toujours non. Non, en ce sens que si les élections législatives peuvent être un peu plus transparentes, un peu plus claires, vous avez au moins des députés qui peuvent peser sur l'échiquier politique, et alors vous pourrez avoir d'autres concessions et mettre parfois même à mal le parti au pouvoir. Mais c'est à condition que les élections soient transparentes. Or, M. Gbagbo dit quoi? Que d'abord, il y a toujours les répressions et que les élections-là ne donnent pas un gage de fiabilité. Donc, deux raisons qui font qu'en réalité, vous ne pouvez pas aller à ces élections-là. Donc, est-ce qu'il faut y aller avec le risque de perdre ou est-ce qu'il faut aller avec la possibilité de croire qu'on pourrait changer quelque chose? Je ne suis pas certain. Donc, il y a en 2021, le PPACI, c'est vrai, était allé en s'alliant au PDC, mais il avait quand même 18 députés qui lui ont permis de maintenir une présence sur l'échiquier politique. Oui, mais une présence, laquelle? Quand vous avez, par exemple, une assemblée avec 120 personnes et que vous n'avez que 18, vous aidez le pouvoir qui a une large majorité à dérouler sa politique. Et là, vous légitimez son pouvoir par votre présence.
Et dans ce Ils cas... devaient donc boycotter le siège comme certains l'ont fait au Togo. Non, ce n'est pas aller d'abord aux élections, être choisi et puis quitter. D'accord. C'est juste ne pas aller. Si vous êtes sûr, moi je dis toujours qu'il faut être conséquent avec soi-même. Si vous dites qu'il n'y a pas de gage de transparence, s'il n'y a pas de gage de fiabilité, et que vous allez, c'est comme vous voulez aller jouer un match de football, vous savez que l'arbitre est de l'autre côté, vous savez qu'on a mis, par exemple, on a tourné l'autre cage à l'envers, et que c'est votre cage seul qui peut prendre un but, et vous y allez quand même en espérant gagner, mais si on vous bat, vous n'avez qu'à vous plaindre à vous-même. Et dans ces cas-là, il vaut mieux refuser. Maintenant, si vous y allez et qu'on vous bat et vous dites nous faisons la politique de chaise vide, c'est à mon sens là qui est absurde. Les conditions qu'évoque le PPACI qui ne seraient pas réunies pour une élection transparente, ces conditions quand même sont un peu celles vécues également par le PDCI pour la dernière présidentielle, mais le PDCI sera quand même, aura des candidats, participera aux législatives. Oui, moi je pense que les élections font partie du jeu républicain et qu'il faut les jouer à fond. Vous savez, en réalité, les acteurs politiques, quand ils décident de jouer sur la carte du boycott des élections, c'est parce qu'ils comptent sur des tensions sociales que cela peut susciter. Mais en réalité, depuis que M. Alassane Ouattara a été confirmé par la Cour constitutionnelle ivoirienne, mais la situation est plutôt maîtrisée parce que, en fait, c'est le mode de pression que les acteurs politiques de l'opposition ont. Ils se disent quand ils boycottent, les populations, sa base va se soulever. Mais est-ce que le parti PPACI en est là aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en mesure de le faire? Rappelez-vous, c'est un camp très fragilisé avec le divorce entre Laurent Gbagbo et Simone et Yvé, déjà fragilisé, le départ de Afin Guessa, fragilisé davantage, et la position un peu équilibriste de M. Blé Goudé, c'est une base qui est suffisamment émiettée. Même pour ces raisons évidentes, moi je dirais que même si M. Laurent Gbagbo avait été candidat aux élections présidentielles, il aurait perdu facilement, très facilement même. Très facilement. Donc moi je pense aujourd'hui que le PPACI, on doit le considérer comme un parti jeune, à la tête duquel il y a un ancien, un vétéran, qui peut, par le pas des conseils, propulser un nouvel élan en choisissant un dauphin peut-être plus jeune que lui, et on ne sait jamais, pour impulser un nouvel élan à son parti politique. Ce bras de fer-là, il ne peut pas le mener. Sa brachette, lui-même, il a suffisamment fragilisé par des décisions sentimentales, à mon sens, qu'il a prises à un moment donné. Mais on regarde de ce qu'il pose également, ce n'est pas faux, les conditions d'organisation. Vous savez ce qu'elles ont été. Vous savez, dans la vie, qu'on soit sérieux avec nous-mêmes, quand vous estimez, je dis estimer, je ne dis pas quelles sont, quand vous estimez qu'une compétition ne remplit pas les règles d'équité, les règles, il faut s'en abstenir. C'est du bon sens. Donc nous sommes d'accord là. Non, c'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, ça veut dire que s'il avait estimé, revenons à la logique elle-même, donc ça veut dire que s'il pensait que les règles n'étaient pas pipées dès le départ, autant ne pas avoir voulu être candidat alors aussi. On peut dire ça, parce que ce n'est pas la première fois que des élections ont été organisées sous M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas la première fois. Son parti avait, vous l'avez si bien dit, avec le PDC, son parti avait été aux élections législatives. Donc avant, les règles étaient normales. C'est maintenant qu'il veut être candidat, ou bien qu'il a voulu être candidat aux élections présidentielles, que les règles sont pipées. Donc, quand on veut être logique, il faut l'avoir été en amont et depuis le début. Donc, s'il estime, mais encore une fois, est-ce que ce n'est pas une décision liée à lui-même, sa personne? Est-ce que cela avantage sa formation politique? En tout cas, moi je sais que les conditions dans lesquelles ce parti a été créé, c'est des fidèles
de M. Laurent Gbagbo qui sont rentrés dans le PPACI. Donc c'est normal qu'eux tous ils vont s'aligner derrière lui. C'est les gens de la mouvance Gbagbo ou rien. Pourquoi avoir essayé d'être candidat? Parce qu'on s'imagine qu'il y a, lors de la présidentielle du 31 octobre, d'octobre dernier, s'il n'avait pas été empêché, il aurait été candidat dans les conditions qu'il dénonce aujourd'hui. Voilà. Et a empêché finalement aujourd'hui que son parti ne positionne des candidats aux législatives. Rappelez-vous qu'au moment où où on approchait l'élection présidentielle, il y a eu un grand meeting en Côte d'Ivoire où il y a eu une influence monstre. Mais il n'a pas appelé à un mouvement contre l'ordre national. Et donc ça montre qu'il a gagné en maturité. Et qu'il n'a pas dit, comme je ne vais pas, on va bloquer. Il n'a jamais demandé ça. Et il a respecté la décision. Il n'est pas allé, il n'a pas fait du forcing. Mais après, il s'est peut-être rendu compte qu'y aller, comme ils avaient fait à la mandature passée, serait encore suicidaire parce que s'il y a 2, vous n'arrivez à avoir que 18, qu'est-ce qui prouve que maintenant vous aurez plus que 18? Et alors, quand ils ont eu 18, qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire au mandat passé? Qui va justifier qu'ils vont encore prendre ce risque-là pour légitimer encore une législature qui serait complètement acquise au parti au pouvoir. Donc, je ne l'accuse pas. Moi, ce que j'aurais déploré, c'est qu'il soit allé et qu'après 1 ou 2 décisions, dire nous faisons chaise vide. C'est ça qui n'est pas normal pour moi. Au moment où vous savez que les choses n'iraient pas bien, il vaut mieux ne pas y aller. Et je crois que là, on se rejoint. Vous êtes d'accord avec moi? Non, on ne se rejoint pas. On ne se rejoint pas dans la mesure où c'est parce qu'il n'a pas été candidat qu'il dit ça aujourd'hui. Non, rien ne le prouve. Ça, c'est c'est parce qu'il n'a pas été candidat. Il n'a pas dit ça. Mais moi, je dis encore une fois, une personne, excusez-moi d'utiliser certains mots, une personne qui a tous ses esprits et qui va à une compétition et à l'avance, il sait qu'il y a un risque que sa candidature soit écartée. Qu'est-ce que vous faites en tant que responsable d'une formation politique? Est-ce que vous foncez tout droit dans le mur ou bien vous préparez une alternative au cas où? Je pense que quand vous dirigez une organisation, il y a vous prévoyez des scénarios de crise, des plans de continuité d'activité. Mais quand vous allez à une confrontation, à un match, vous savez que de toute façon, personne n'ignorait qu'il y a des risques que sa candidature soit écartée. Ça a été longuement débattu. Moi, la question que je pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour préparer une autre alternative? Excuse-moi, aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, le choix électoral n'est pas tributaire d'un programme. Le choix électoral est toujours tributaire de quelqu'un. Et face à Ouattara, c'est un Gbagbo qui serait le répondant réel. Mais ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas les Ivoiriens qui le disent. Peut-être. C'est votre analyse personnelle. Et alors, voilà. Il y aurait eu Thiam. On a invalidé pour les deux. Ne me dites pas qu'on aurait mais pas... on a invalidé par des inventions, mais ça a été démontré. Démontré... Vous savez, moi personnellement, là où la position de M. Thiam a été fragilisée, à mon sens, mais ce n'est pas quand il y a ce débat autour de votre nationalité, quand le processus est enclenché, que vous faites une demande de nationalité. Moi, j'avais épousé sa ligne, mais quand j'ai appris ça, j'ai été déçu. Excusez-moi. Vous savez que si vous voulez être candidat, moi, si je veux être candidat aux élections, et que je connais les critères, ce n'est pas quand le processus est enclenché que je vais demander une pièce centrale et fondamentale. Pourquoi il n'a pas demandé sa nationalité au plus tôt? C'est quand le débat est lancé sur le plan juridique qu'il renie sa nationalité française et demande, ça veut dire qu'il était déjà forclos. Maintenant, autant vous demandez à Gbagbo d'avoir positionné quelqu'un, trouvez-vous qu'il n'y a personne dans le camp de Ouattara pour prendre la place de Ouattara? Mais, sauf que dans son parti, il a été choisi. C'est son parti qu'il a choisi. Et vous trouvez logique? Moi, je trouve logique qu'un parti choisisse le candidat qui est à mieux de lui représenter. Vous ne trouvez pas logique que son parti ait choisi Gbagbo? Je ne trouve pas logique parce qu'il y avait un risque qui pesait sur sa candidature.
Il n'y avait pas de risque qui pesait sur la candidature si. de M. Alassane Ouattara. Si. Oui, non. Ah si, Non. il y a un risque naturel. Lequel? Son âge. Mais Gbagbo aussi, son âge aussi. Oui, justement. Mais là, c'est Donc, il y a un risque sur tout le monde. non, ce risque-là, c'était partagé pour tout le monde. Mais dans le cas spécifique de Gbagbo, il avait une condamnation en instance. Et tout le monde savait qu'au vu de cette condamnation-là, il y a un risque que sa candidature soit écartée. Il le savait. Est-ce que M. Ouattara doit chercher son propre intérêt ou l'intérêt national? Et Moi, au nom de cet intérêt national, que s'il véritablement il avait voulu se faire remplacer à un moment où la personne a été décédée, où la personne est morte, il n'y a pas depuis là trouvé quelqu'un qui pourrait le remplacer pour qu'il laisse le pays prendre une nouvelle impulsion. Ça c'est une question qui se pose à l'intéressé et à son parti. Ils ont arbitré, ils l'ont choisi. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont contents de l'avoir choisi. On connaît bien ces mots de choix. Hein. Bah, c'est ça aussi. Dommage. C'est dommage pour nos pays africains. En tout cas, le boycott aujourd'hui, cela équivaut quand même à une absence de 5 années dans le Parlement et donc dans la vie politique ivoirienne. L'absence du parti politique, oui. Mais pas l'absence des ténors du parti politique. Qui iront quand même, mais sous le titre d'indépendant. S'ils passent, ils sont là. Et à un moment de faire un ralliement, ils peuvent toujours le faire. Et parce que ça n'empêche que dans leur région où ils pourraient être élus, ils feront preuve quand même d'une certaine réputation, d'une certaine renommée, qui ferait que quand ils prendraient une coloration après, que ça puisse prendre. Vous savez, même dans la plupart des pays africains, même si vous êtes d'un parti politique, mais que vous avez les moyens de conquérir votre électorat, quel que soit votre parti politique, on vous prendra. En Afrique, on n'est pas encore à ce stade où c'est le programme qui incite à. Non, c'est toujours la personne. Et donc, si aujourd'hui ils y vont, moi je ne suis pas d'accord pour ce petit jeu-là. Mais dire qu'il sera absent pour longtemps, je dis ils ont trouvé peut-être une alternative en allant en candidature indépendante. On va passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler de cette affaire de réserve administrative. Depuis plusieurs semaines maintenant, des panneaux sont mis devant, au carrefour dans certains quartiers, indiquant que les lieux sont des réserves de l'État togolais. Le seul problème, c'est que ces lieux sont occupés depuis plusieurs années pour la plupart d'entre elles, parfois même avec des édifices religieux ou d'autres natures. Mais l'État veut reprendre le contrôle de ces réserves en menant un recensement national qui a été fait sur l'ensemble du territoire, notamment dans le Grand Lomé, pour sécuriser son patrimoine foncier. Cette initiative, selon l'État, vise à clarifier les limites des terrains de l'État, à lutter contre les occupations illégales et à récupérer ces domaines afin de les utiliser pour des projets d'infrastructures publiques. Des missions donc ont été menées qui ont fait le point dans le Grand Lomé pour identifier, matérialiser ces réserves. Zana Sadio, je suis sûr que vous avez déjà aperçu ces panneaux à l'heure actuelle où je le dis, la plupart de ces panneaux sont posés là où il y a des constructions depuis plusieurs années. On a envie de se demander, est-ce que l'État n'est pas en train de se prévaloir de sa propre turpitude? Vous avez raison. Hein. J'avais l'habitude de fréquenter un quartier depuis 2007, tout sincèrement. Et récemment, j'y suis retourné, j'ai vu ces panneaux-là. Et j'ai vraiment été choqué que des édifices, pas des moindres, sont concernés par cette affaire. Et la question que toute personne censée peut se poser est de savoir où était l'État pendant tout ce moment-là. Mais il faut quand même relativiser, dans ce sens que même si vous avez occupé ce terrain pendant longtemps, il faut démontrer que vous l'avez occupé de bonne foi. Cela veut dire qu'il y a un tri qui va se faire. Ceux qui sont de bonne foi, je pense sincèrement qu'il y aura des conditions pour organiser ça de manière discutée. Et ceux qui sont de mauvaise foi, ils n'auront pas le choix. Alors ici, que de quitter la bonne les et lieux. La mauvaise foi, c'est lié aux papiers détenus? Pas forcément au papier détenu. Vous savez, même en justice,
si on prouve que vous avez obtenu un titre foncier de mauvaise foi, mais on l'annule. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un titre, mais comment vous l'avez obtenu. Il s'agit de ça. Comment vous l'avez obtenu? Est-ce que c'est sur la base de documents, de pièces vraiment? Et encore, va se poser la question de la crédibilité du travail que le cadastre a fait pendant un bout de temps. Parce qu'on ne comprend pas comment des gens peuvent se faire délivrer des titres fonciers sur des réserves administratives. Une réserve administrative ne peut être occupée que lorsqu'il y a eu une rétrocession aux communautés. Donc, et puis moi, ce que je ne comprends pas, excusez-moi, il y a aussi un aspect que je n'ai jamais compris. Autant, il faut imputer la responsabilité à l'autorité publique, la faillite de certains nombres de ces services, mais il faut se poser la question. Mais quand vous allez acquérir un terrain, parce qu'on sait combien ça coûte les terrains, et combien ça coûte aujourd'hui d'aller au cadastre, demander le plan général, au moins c'est des informations qu'on peut obtenir avec moins de 10 000, avec moins de 20 000, de savoir si ces zones étaient une réserve auparavant, de réclamer par exemple l'acte de rétrocession, d'aller s'assurer de la crédibilité du document, des choses comme ça. Et il faut reconnaître que dans ce beau monde, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont de bonne foi, mais d'autres personnes qui, sous couvert d'une personnalité influente qu'ils connaîtraient, ont sciemment accepté d'occuper ces réserves-là. Donc c'est un foutoir, il y a tout. Et il faut vraiment faire des enquêtes, dresser les choses. Et c'est pourquoi je pense que l'autorité, le ministère de l'administration, on peut l'appeler peut-être un moratoire, a demandé aux gens de ramener les pièces, les documents qu'ils détiennent. Ça veut dire que l'État n'est pas dans une posture de jusqu'au boutiste où ils viennent démolir. Ils veulent faire maintenant un travail d'analyse pour distinguer le vrai du faux dans cette affaire. Parce qu'il y a du vrai, il y a du faux, mais j'aimerais aussi inviter l'autorité à vraiment enquêter sur les agents indélicats qui ont permis la délivrance de titres fonciers sur des réserves administratives qui n'ont pas été rétrocédées aux communautés. Alors, parce que moi, je regarde un peu, parce que quand on circule maintenant, on voit ces panneaux un peu partout. Vous avez des endroits où vous avez des écoles. Aujourd'hui, j'en vois un où il y a une église catholique. À côté, il y a un hôpital et toutes ces choses. Va se fâcher. Finalement, à qui la faute l'occupation de ces réserves-là? Prioritairement à l'État. Prioritairement. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit qui vous êtes pour prendre un terrain, vous passerez par l'État pour obtenir les titres sur le terrain. Il ne faut pas mélanger ceux qui ont une utilisation de fait et qui ne sont jamais allés demander des papiers. Eux, on ne pourrait pas dire que c'est la faute à l'État. Ils vont avoir des problèmes eux-mêmes parce que n'ayant pas fait ce qu'il faut. Bon, maintenant, il faut encore dire qu'on n'avait pas mis réserve sur la plupart. Et des enfants ont vécu là où les parents avaient vécu sans savoir que là-bas était réserve. Et donc, naturellement, en ayant eu un peu de travail, en voulant quitter la vie précaire de leurs parents, ils ont fait des édifices qui sont encore plus respectables. Mais sauf que, comme c'est leurs parents, ils ne se sont pas sentis en besoin d'aller faire des papiers. Tout à fait. Et ça, c'est peut-être leur faute, mais c'est surtout la faute à l'ignorance. Mais le grand problème, c'est l'État. Parce que, lorsque, à un moment donné, l'État n'organise pas la vérification de son patrimoine, il y a un problème. Et ça, il ne faut pas attendre des années pour que ça se fasse. À un moment donné, sur au maximum 5 ans, mais attendez, chaque commerçant fait un inventaire à la fin de chaque année. À un moment donné, si l'État devait faire des projets, l'État devait s'imaginer qu'à telle zone, dans telle zone, on a un terrain à utiliser. Pour tel projet, on peut utiliser tel terrain. Alors, si jusque-là, l'État ne fait pas d'inventaire, la faute revient toujours à l'État. Enfin, il y a des gens, des fonctionnaires indélicats qui savent bien que c'est des réserves, mais qui comptent toujours sur leur proximité avec des autorités pour continuer par vendre ces choses-là
en étant sûr que l'État ne ferait rien. Et donc, du coup, est-ce que après les contrôles, ces personnes-là vont demeurer impunies ou est-ce que ces personnes-là feront l'objet de poursuites judiciaires? La question se pose. Parce que si l'impunité demeure, quoi que l'État fasse, on restera toujours dans les mêmes perspectives de fraude. Donc, il faut qu'on fasse en sorte que ceux qui viennent maintenant sachent qu'il y a un risque d'être punis. Et donc, qu'ils ne s'aventurent pas à faire la même chose. Maintenant, et comme le dit Sadio, on ne va pas de façon mécanique commencer par détruire. Il faut que le problème soit réglé de façon sociale. Il y a un maire que tout le monde connaît dans ce pays qui a ordonné des destructions massives à un moment donné des maisons. Quand il fut préfet. Oui, quand il fut préfet. Et ça a fait beaucoup plus de mal social que de régler des problèmes. Parce qu'au fond, même les terrains qui ont été acquis n'ont servi à rien. Il y en a qui sont restés vides. Alors, si au moins c'était pour une utilité qui est avérée, les gens qui auraient été sanctionnés vont se dire au moins, bon, on m'a sanctionné, mais c'est un hôpital qui est là aujourd'hui, ça profite à nous tous. Mais si on détruit juste pour que l'espace soit vide, mais je pense qu'il y a un problème. Et donc, l'État ne doit pas taper dans le désordre. L'État doit serrer et voir dans quelle mesure, par exemple, obtenir des réparations, donner des concessions, donner des rétrocessions et punir surtout ceux qui auraient été indélicats en étant de mauvaise foi ou en ayant cru à leur titre. Comme Noureddin l'avait fait au Gabon en usant de son titre. En espérant bien sûr que ces agents indélicats soient vivants. Oui, il y a ce problème-là aussi. Soit vivant et en état de pouvoir être envoyé en prison. Parce qu'on est dans le Grand Lomé, vous savez que c'est la zone la plus peuplée aujourd'hui du Togo. Je dirais non seulement la plus peuplée, mais l'une des zones les plus anciennement peuplées. Donc vous êtes sur des territoires où vivent des gens depuis 30, 40, 50 ans. Venir leur dire après que c'est une réserve de l'État. Oui, et c'est ça aussi. Et j'ai apprécié ce que M. Spero vient de dire, la prise en compte de la dimension sociale. Parce que si au bout du compte, est-ce que je peux appeler ça superficie, les espaces à démolir et à reconquérir par l'État sont occupés par X nombre de personnes, de population, il faut poser la question de l'impact social. Que vont devenir ces personnes-là? Est-ce que ce n'est pas une manière de créer davantage de la précarité? C'est des questions qu'à un moment donné, une étude, et j'espère qu'une étude d'impact social va être faite pour que l'État sache que si je m'en vais dans cette direction, voici ce qui va arriver à ces personnes-là. Et on vient de le dire et on le répète toujours. Si des agents indélicats ont posé des actes, des agents publics bien sûr, ont posé des actes qui ont permis à des gens d'occuper les réserves, là, on est dans le cas de figure de la faute à imputer à un préposé. Oui. Ce qui engage pleinement la responsabilité de l'État. Donc, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il faut juste que les choses soient faites humainement et de manière sociale pour qu'il n'y ait pas plus de désavantages que d'avantages. Et je vais chuter sur ce point en abondant dans le sens de M. Spero, parce qu'à un moment donné, on a chassé des revendeurs, revendeuses, petits commerçants aux abords, n'est-ce pas, de la ligne de chemin de fer là, qui passe à Tikoumé. On les a chassés à un moment donné. Mais jusqu'alors, on a remarqué que la verdure a repris ses droits. La verdure parce qu'avant, la verdure sauvage. La verdure sauvage a repris ses droits. Ces endroits qui étaient balayés, assainis par ses occupants de fortune, mais ce n'est plus ça. L'insalubrité est venue s'ajouter. Il n'y a pas eu vraiment d'ouvrage public qui justifie
n'est-ce pas, qui justifie l'expulsion de ces personnes-là. Spero l'a dit, à quoi ça sert d'évacuer un espace? On sait que dans 5 ans, 10 ans, ben, on ne va en faire rien. Mais autant laisser les gens là-bas, leur donner un moratoire sur les 10 ans là. Bon, vous avez jusqu'à 10 ans, essayez de quitter les lieux jusqu'à 10 ans, si on sait qu'il n'y a pas vraiment de projet immédiat. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. On a chassé ces commerçants là. Bon, excusez-moi, c'est des réalités. Les gens viennent déféquer à ces endroits aujourd'hui. Est-ce qu'il n'était pas préférable de laisser ces occupants qui quand même balayaient, qui entretenaient les lieux? C'est des questions qu'il faut se poser. L'opération de recensement couvre toute l'étendue du territoire. Là, c'est le grand Lomé dont on assiste aujourd'hui au résultat. Ça veut dire que si on va sur toute l'étendue du territoire, il y a des surprises auxquelles il faut s'attendre. Oh, évidemment, évidemment. Même si on sait que à l'intérieur, le problème ne serait pas aussi flagrant qu'à Lomé. Parce qu'à l'intérieur, très souvent, c'est simplement au bord des voies principales que les gens occupent. Le reste, c'est des terrains que les gens utilisent pour le champ. Donc là, la récupération n'est pas très compliquée. Mais c'est là où on a fait des œuvres en dur que ça pose problème, ou là où les gens font de l'exploitation économique, que ça va être un problème. Je pense que ça peut se gérer facilement. Mais moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que quand on aurait fait le recensement, que l'État pose des panneaux sur tout ce qui est patrimoine de l'État. Comme on le fait pour le matériel d'une entreprise, où on fait l'inventaire, on écrit dessus. Et quand il y a eu concession pour quelqu'un, qu'on fasse obligation à la personne d'afficher que la parcelle ou le terrain ou l'immeuble a été concédé pour tel nombre d'années, allant de tel à tel. De sorte que quand quelqu'un veut acquérir, quand quelqu'un veut utiliser, il sait par avance ce qui se fait. Et que cette parcelle ou cet terrain recensé soit également inscrit au cadastre de manière à ce que quand je veux chercher un titre, on puisse savoir avec exactitude que ça ne marche pas. Et il faut également faire en sorte que les autorités qui gèrent le patrimoine national soient dotées d'une autonomie, d'une indépendance à rude épreuve pour que quelqu'un n'use pas de son titre pour influencer, ou que quelqu'un n'use pas de sa proximité parentale avec celui qui est là-bas. Donc il faut que les institutions fonctionnent véritablement pour que le patrimoine national soit gardé patrimoine national. Maintenant, au-delà du patrimoine national, faisons face à la réalité qu'il y a beaucoup de projets que l'État doit faire, mais que l'État n'est pas encore à même de faire. Donc il ne s'agit plus de laisser des espaces vides à ne rien faire, mais il faut donner des concessions à des gens, avec des conditions bien spécifiques. Et je pense que même en allant dans ce sens-là, pourquoi l'État, je vais dire du n'importe quoi, peut-être, que quand vous prenez la zone de Gbadago, qui est en pleine ville, il y a des maisons là-bas qui sont d'une insalubrité extraordinaire. Pourquoi on ne construit pas des HLM sur ces réserves-là, qu'on prenne ces gens pour aller là-bas, le temps de refaire de maisons plus vivables à l'intérieur de la ville, qu'on va viabiliser en termes économiques pour que le pays avance. Aujourd'hui, on a la chance d'être rentré, encore une fois, dans la décentralisation, je pense qu'on peut toujours jouer avec les autorités locales, les mairies, en prenant soin d'établir des papiers en bonne et due forme, pour que les maires ne soient pas, ou les conseillers ne deviennent pas non plus des agents indélicats qui vont spolier l'État avec ses réserves, de manière à ce que les espaces vides, comme il vient de le dire, soient occupés. Ce n'est pas seulement au niveau des rails que ça pose problème. Il y a plein d'endroits où on a mis réserves qui sont utilisés plutôt par les délinquants pour aller fumer. Les délinquants construisent des ghettos. Pour construire des ghettos qui deviennent des zones d'insécurité pour les gens qui passent. Et je pense qu'il y a un sérieux travail qui a commencé, mais on gagnerait à l'appuyer par des réformes et des informations assez transparentes. Il faut que les choses se fassent de façon transparente pour que quiconque veut puisse avoir les informations opportunes pour ça. Que les choses ne se fassent pas comme s'il y a un agent qui a encore le droit de décider de ce qu'on doit faire, mais que institutionnellement, les choses soient assez claires pour que quiconque veut utiliser ces terrains-là sache dans quelles conditions on peut les utiliser.
On sait que le principe dans notre pays, c'est que la terre appartient aux premiers occupants. Donc, logiquement, les collectivités, c'est elles qui vendent. Parfois, lorsqu'elles ont fini de vendre les parties qui leur reviennent, elles commencent aussi par vendre des zones qu'elles avaient normalement réservées pour servir de réserve. En complicité avec des agents indélicats. Puisque, quand ils font ça, ils leur remettent une grande portion de terrain pour obtenir le silence. On connaît ça. Oui. En général, les collectivités ont des papiers. Oui. Et sur les papiers, ils savent les zones Les qu'ils réserves. peuvent vendre ou qu'ils ne peuvent pas vendre. Mais au moment où ils vont avoir ces papiers-là, comment se fait-il qu'on ne délimite pas des réserves et que c'est quand ils ont vendu qu'on se rend compte que c'est des réserves? Ça voudrait dire que quelqu'un qui, au moment où de lui délivrer le papier, a fait semblant de ne pas voir. Et si vous faites attention, vous verrez que cette personne-là a une grosse portion maintenant dans cette zone-là qui lui appartient en privé. Et donc, en réalité, c'est du vol organisé par des agents véreux. Et tous, oui. Non, M. Spero, il a dit quelque chose d'intéressant, mais je voudrais quand même aller plus loin. Il a parlé d'apposer des plaques sur ces parcelles-là. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation. Ouais. Mais avoir Géoréférencement. voilà, la géolocalisation des réserves administratives et s'assurer que ça soit au moins, je dis au moins, si ça ne peut pas être accessible au public, que ça soit accessible dans les communes, dans les mairies, comme ça. Celui qui veut acquérir un terrain dans une commune, mais il va à la mairie, il demande à voir le responsable. Voilà, on s'assure que la géolocalisation n'est pas sur un terrain qui appartient à l'État. C'est facile aujourd'hui. Il suffit d'avoir la volonté et d'y mettre les moyens. D'ailleurs, le nouveau ministre Arthur Trimois, il a présenté au récent forum que le risque administratif est aujourd'hui mitigé parce qu'il y a la digitalisation, il y a beaucoup de processus qui sont digitalisés aujourd'hui. Autant aller vers cela en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, des réserves foncières. Mais il faut aussi aller raisonnablement. Parce que une vraie plaie dans nos sociétés, c'est le taux encore élevé d'analphabétisme. Quand on est en pleine ville, comme ça, on a l'impression que tout le monde sait. C'est facile. Tout le monde ne sait pas. Aujourd'hui encore, il y a des diplômés qui pensent que si je veux acheter un terrain, un huissier peut m'aider à faire les papiers. L'huissier ne servira que de témoin. La personne adéquate, c'est le notaire. Et ça, tout le monde ne sait pas. Et donc, si on dit digital, c'est vrai. Mais moi-même, personnellement, ce que je sais sur le numérique n'est infime que ce qu'on peut faire avec le numérique. Donc, on donne des informations suffisantes pour que les gens sachent comment se mouvoir dans cet univers qui est véritablement une innovation pour beaucoup de personnes. Et donc, il faut que des émissions soient répétées pour instruire la population dans leur langue maternelle, pour que les gens comprennent que si je veux faire ceci, voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire. Et s'il y a des posters à afficher, il faut qu'on le fasse. Mais au moins, montrer aux gens que ça ne nécessite pas obligatoirement des coûts. Parce que même si on digitalise et qu'on ne fait pas attention, des gens vont encore voler de l'argent sur Des faux frais. Des faux frais. Et ça va être encore un autre problème. Donc, on peut prévoir à l'avance. Et j'aime toujours le rappeler. Je le dirai toujours. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand vous allez au service passeport aujourd'hui, où vous voyez placardé partout, ne donnez de l'argent à personne, que tout doit être fait. Mais ça fait plaisir. Au moins, ça veut dire qu'on volerait moins là-bas. Si toi-même tu veux encore donner de l'argent, c'est ton problème. Des risques et périls. Okay? Mais c'est affiché partout. Donc, il faut qu'on arrive à ça. Digitalisation, oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on informe les gens de comment on utilise cette digitalisation-là. Il ne faut pas croire que tout le monde a téléphone portable non plus, que tout le monde a ordinateur non plus, que tout le monde a Internet non plus. Alors, vous savez qu'au Togo, le foncier est pratiquement une bombe à retardement. Et quand on voit aussi l'État qui estime être victime de cela, donc on comprend que finalement, personne n'est à l'abri. Mais c'est toujours à cet État-là de trouver les solutions idoines. Oui, vous l'avez si bien dit. Moi, j'ai été choqué. Je n'oserais pas prononcer son nom. C'est un magistrat chez qui j'étais un jour. Et je l'ai entendu dire que lui, s'il a l'argent, il veut investir, il n'investirait pas dans le foncier. Et qu'il ne conseillerait jamais à quelqu'un d'investir. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Déjà, je pense que plus de 70% des affaires en justice, c'est des problèmes fonciers qui ne finissent. Excuse-moi de te couper. Un vieux dit, le jeune n'achète pas de terrain. Et c'est tout à fait ça. Et c'est vrai.
Un jeune ne vend pas, un jeune n'achète pas de terrain. Le terrain, pour certaines tribus, c'est un dieu. Et le terrain représente sacré, la famille. Le terrain est sacré. Et on voit aujourd'hui des jeunes, rien qu'à la recherche de l'argent à utiliser pour faire un voyage en Europe, vendre le patrimoine familial. Et après, ça crée beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont même pas les représentants, les mandataires de ces collectivités-là. Et donc, le terrain, même louer des maisons, louer des chambres, ça doit être fait avec une certaine sagesse. Et l'État, si l'État est volé, c'est que l'État ne contrôle pas. Et si l'État ne contrôle pas, comment l'État peut nous protéger? Et c'est ça qui est dommage. Il faut que l'État fasse son travail en prévoyant comment contrôler. Et c'est ça qui a peut-être commencé avec le recensement, que d'autres domaines suivent pour que nous ayons plus de sécurité. Messieurs, merci à vous d'être passés. Zana Sadio, merci beaucoup. Merci Samuel, c'était moi. Spero Maoulé, merci. Le plaisir est partagé. Voilà qui nous amène à la fin de l'émission Le Monde en 7 de ce samedi. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.